Alors te revoilà. Bienvenue à toi, l'ami, dans un nouvel épisode de Ciné Story où je vais tenter de te raconter l'histoire du cinéma. Cette semaine, dans Ciné Story, tu es carnet check, tu es fan en colère, tu es succès inattendu, tu es de toute façon moins bien que l'original, bref, tu es une adaptation. Oh! Eh bien bonjour. Mais oui, je sais. À qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon film rien qu'à moi? Alors déjà, comment ça marche? Une adaptation cinématographique ou audiovisuelle met en relation le couple auteur-éditeur, qui est généralement titulaire des droits, et le producteur. En général, un contrat d'adaptation cinématographique permet à la production de transcrire un roman ou une œuvre protégée à l'écran. Les négociations sont souvent très compliquées parce que c'est précisément dans ce document que se définissent toutes les modalités, c'est-à-dire exclusivité de l'adaptation, prix des droits, produits dérivés et participation de l'auteur au scénario, entre autres. La signature du contrat permet notamment à la production de commander l'écriture du scénario et de rechercher un distributeur. Et les droits d'adaptation, c'est pas donné. Il est généralement question d'un forfait et que celui-ci équivaut entre 2 et 5% du budget du film. Mais le prix dépend davantage de la notoriété de l'auteur que de l'intrigue, et pour des films à plusieurs millions de dollars de budget, difficile de résister. Petite anecdote que tu pourras sortir pendant un bon dîner, l'auteur du livre Forrest Gump, parce que oui, c'est un livre, n'a pas touché les 3% de bénéfices nets comme convenu dans son contrat, sous prétexte que le film n'avait pas fait de bénéfices. Voilà, vous mourrez moins bête. Si le film est mauvais, il est possible que l'auteur initial ne soit pas content de ouf de l'utilisation qui est faite de son œuvre ou de partie de celle-ci, malgré le contrat signé. On en a gros! Le problème, c'est que le contrat d'adaptation est toujours quasi exclusif. Ça veut dire que l'auteur ne peut pas se tourner vers une autre production pour une nouvelle adaptation. De plus, invoquer une violation de l'intégrité de l'œuvre est une démarche longue et incertaine, et de toute façon, les clauses contractuelles ont souvent déjà prévu le coup. L'échec d'un film, c'est très rarement une surprise. Adapter un livre en film, c'est souvent un pari risqué que se lancent les réalisateurs, car en plus d'affronter la critique, le film doit faire face à un public encore plus redoutable. Les fans du livre dont il est inspiré. C'est prendre le risque de décevoir ceux qui l'ont lu auparavant. Mais en réalité, de toute façon, c'est presque toujours un pari perdu d'avance face à ce genre de public. Vous avez déjà sans doute entendu, ou même dit par exemple, Harry Potter, les films sont vraiment géniaux, mais c'est fou ce qu'ils peuvent être fades à côté des livres. Ça me donne envie de vomir. Ça suffit! Pareil avec le film Je suis une légende avec Will Smith qui a fait un carton en 2007. Ceux qui ont lu le livre ne se sont pas fait prier pour dire à qui veut bien l'entendre que le livre écrit en 54 est très différent et évidemment largement mieux. Et c'est bien le souci avec les adaptations de livres, même s'ils sont réussis aux yeux des non-avertis et de la critique, ils seront presque toujours décevants aux yeux des lecteurs de l'œuvre originale. Parce que quand on lit un livre, on se fait son propre film. Les gens qui vont voir une adaptation comparent les deux et c'est bien normal. Pour ça, je lis jamais rien. C'est un vrai piège à con, cette histoire-là. En plus, je sais pas lire. Alors qu'est-ce qui fait que ça ne plaît pas ? Adapter un livre en film nécessite de nombreuses modifications, ne serait-ce que pour des questions de format et de réalisation. Un livre de 800 pages peut difficilement tenir tel quel dans un film de 2h30. Des coupures doivent être effectuées, des passages remodelés, et petite parenthèse, on dit qu'une page de scénario c'est à peu près 1 minute de film. Alors si on voulait retranscrire le plus parfaitement possible un livre de 800 pages, ça donnerait grosso modo un film de plus de 13 heures. D'où les nombreuses scènes du livre coupées, de nouveaux personnages et de nouvelles relations pourtant inexistantes dans l'œuvre originale. Tant de choses qui font que l'œuvre cinématographique peut surprendre en bien ou en mal le lecteur, parce que le monde qu'on a créé dans nos têtes, à la lecture sera toujours plus brillant et percutant que celui imposé sur un écran. La vision du réalisateur, c'est rarement exactement la même que celle du lecteur. Mais si on réfléchit 2 minutes, cracher sur un film parce qu'il manque des bouts du livre, ça marche pas. Une mauvaise adaptation d'un livre est peut-être liée justement au fait qu'on ait laissé absolument aucune liberté au réalisateur. Regardez Jurassic Park, c'est un excellent film et on est tous à peu près d'accord pour dire ça. Mais c'est avant tout parce que Spielberg. Voilà. C'est pareil pour La Guerre des Mondes. Le film ne respecte pas au pied de la lettre le livre et pourtant ça marche parce que Spielberg y a mis sa patte, il y a mis ce qu'il sait faire. On parlera bientôt des styles des réalisateurs parce qu'outre le yes man qui va faire exactement ce qu'on lui demande, Burton ou Tarantino vont pas vous servir la même soupe. Bref, c'est pareil pour Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Il faut savoir que c'est un vrai passionné de l'univers de Tolkien. Eh bien, il a fait ses films en prenant pas mal de liberté, ce qui ne l'a pas empêché de respecter l'œuvre originale. Par exemple, le fait que Tom Bombadil n'apparaisse pas.
Dans le livre, on le montre mettre l'anneau unique sans disparaître pour autant, et quand Frodon le passe ensuite à son propre doigt, il devient bien invisible aux yeux de ses camarades hobbits, mais Bombadil semble le voir sans aucun problème. Mais ça ralentit beaucoup l'histoire, et honnêtement pour l'intrigue du film, on s'en fout. Au contraire, certains éléments ont été inventés par le réalisateur. Dans Les Deux Tours, par exemple, Aragorn tombe d'une falaise et disparaît. Dans le livre, Aragorn ne tombe tout simplement pas du tout, même s'ils se font bien attaquer par des wargs, et il se rend au gouffre de Helm en même temps que tous les autres. Énumérer toutes les différences serait long et fastidieux, mais l'œuvre originale est respectée. Et je suis d'accord, il manque beaucoup de choses dans les films Harry Potter, mais pour quelqu'un qui n'a pas lu les livres, le tout semble assez cohérent, même si tout n'est pas toujours très bien expliqué. Sans compter qu'il y a des films qui sont obligés de faire des coupures. Avengers par exemple, vous imaginez vous, des films avec autant de personnages qu'il y en a dans les comics ? Moi j'aime autant l'un que l'autre, même si les films sont concentrés sur seulement quelques personnages. L'atmosphère et le thème sont à peu près respectés, ce sont des libertés qui sont nécessaires. Alors oui, Hugh Jackman ne peut pas être aussi petit que dans les comics, mais en fait, peu importe, si je veux une adaptation littérale, je n'ai qu'à lire la bande dessinée. Je pense qu'on peut prendre le problème d'une autre manière. Si on sent que le réalisateur n'en a rien à foutre de ce qu'il fait parce qu'il n'est là que pour respecter certaines lignes du livre, ça ne marche pas. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est un bon film parce que Chabat ne fait pas que retranscrire la BD. Et à titre personnel, je trouve le film encore meilleur. Les films Twilight ne sont pas d'excellents films parce qu'ils ne font qu'illustrer les livres. Il n'y a pas de prise de risque, ils sont uniquement là pour faire plaisir à la fanbase. Et de manière générale, quand un film est mauvais, qu'il soit une adaptation ou pas, il reste mauvais. Mais ce n'est pas parce qu'un film respecte mot pour mot certains passages d'un livre qu'il est mauvais non plus. La plus belle tirade du film La Ligne Verte est aussi une tirade du livre. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Il y en a trop. C'est comme si j'avais des bouts de verre dans ma tête tout le temps. Pas trop. Ce film est un bon exemple parce qu'il mélange fidélité incroyable et prise de liberté intelligente. Je vous encourage à lire le livre parce que l'adaptation est brillante. Alors attention, je ne dis pas non plus qu'une adaptation sera forcément bonne si elle est réalisée par un bon réalisateur et forcément mauvaise si elle est réalisée par genre random. Vraiment, chacun ses goûts. Moi par exemple, je suis vraiment pas fan de la trilogie Le Hobbit parce que des gobelins qui chantent, déjà non. Down, down, down in Goblin Town. Enfin, pour ma part, c'est plus techniquement que scénaristiquement que j'ai pas aimé ces films. Quoique, le côté enfantin, et c'est normal parce que c'est un livre pour enfants à la base, et le côté épique, je trouve qu'il y a une petite dissonance. Un des exemples les plus marquants en termes d'adaptation, c'est quand même Shining. C'est un excellent livre écrit par Stephen King, et c'est aussi un excellent film. Mais c'est une très mauvaise adaptation. Et pourtant, ce film a quand même été réalisé par Kubrick. C'est pas n'importe qui le bonhomme, et pourtant Stephen King a détesté. Je cite, Wendy Torrance est l'un des personnages les plus misogynes jamais vus à l'écran. En gros, elle n'est là que pour crier et avoir l'air bête. Ce n'est pas la femme sur laquelle j'ai écrit. Le problème de ce film, c'est que l'atmosphère n'est pas la même que dans le livre. Par exemple, l'approche différente du personnage de Jack. Pour Stephen King, Jack est un ancien alcoolique qui a cassé le bras de son fils après une crise de colère, et il est de plus constamment hanté par son père qui le battait. C'est un gars qui se bat avec sa santé mentale et qui finit par perdre les pédales. Dans le film, il n'y a pas vraiment de changement au fil de l'histoire. Le personnage paraît cinglé dès la première scène, alors que le Jack de King est entraîné contre son gré par les forces maléfiques de l'hôtel. Et quand on connaît le passé d'alcoolique de King et sa non-relation avec un père qui a quitté le domicile familial assez tôt, on se doutait que Shining avait un aspect autobiographique avant qu'il ne le confirme lui-même. Tu m'étonnes qu'il l'ait mal pris. Une adaptation peut suivre fidèlement une œuvre originale en apportant que peu d'éléments nouveaux. Il faut alors que le réalisateur s'efface complètement devant l'auteur du livre, et le résultat donne en général un film sympathique mais assez attendu. C'est de l'adaptation pure. Au contraire, une adaptation peut ne se servir du matériau original que comme simple base pour développer un univers particulier. Le réalisateur met alors sa patte, mais aussi ses espoirs et ses obsessions dans le film. Le résultat déplaira quasi systématiquement aux admirateurs du livre, mais plaira aux admirateurs du réalisateur. L'étrange histoire de Benjamin Button, par exemple, n'a pratiquement aucun rapport avec le livre, et je préfère largement le film d'ailleurs. L'adaptation, ça peut se faire dans n'importe quel sens. Le film Star Wars, par exemple, a d'abord vu le jour avant la publication
publication des livres qui ne suivent pas exactement le film en plus. Plus récemment, le film Au revoir là-haut de Dupontel ne se base que sur le dernier quart du livre en squeezant totalement le reste du bouquin. Et peut-on passer à côté du chef-d'œuvre de James Barrie, Peter Pan? Le sujet principal du livre, c'est quand même la mort d'un enfant. Et à aucun moment dans le dessin animé de Disney, on ne parle de mort. On ne la sous-entend même pas. Ils sont très doués chez Disney pour adapter des choses terribles à l'écran. On en reparlera. Et de toute façon, pourquoi comparer deux arts qui ne peuvent pas être traités de la même façon? C'est d'ailleurs peut-être ça la solution. Il faut s'éloigner de l'œuvre originale, ou même ne pas lire celle-ci pour savoir si un film est bon ou pas. C'est un peu comme le chocolat et les pizzas. Les deux sont bons, ils n'ont juste pas le même goût. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Story, mais en attendant surtout ne lâchez rien.